Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres de Cannes Débat 2016. Bien, donc nous allons parler dans un premier temps de confiance. Vous savez que c'est la confiance pendant 3 jours. Et nous allons commencer avec la confiance et l'économie. Alors je vais donc tout de suite appeler l'équipe qui est là et qui va vous parler de tout cela. Et donc d'abord, Dominique Rousset, veux-tu venir ? Puisque c'est toi qui vas diriger. Alors Dominique, si tu veux bien prendre place là. Alors je demande donc à Nicolas Bouzou, Claudia Sénic, Philippe Frémaux et Axel Kahn de me rejoindre. Nicolas ici, Claudia, Axel et Philippe. Bien. Vous savez, chers amis, que ce soir nous avons un spectacle autour d'Apollinaire. Je ne peux que vous recommander de rester jusqu'à 21h30. Voilà. Vous assisterez à quelque chose d'exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Je ne dirai pas plus et je laisse la place donc à Dominique qui va donc gérer le billet introductif, sa table ronde et qui a donc devant elle 2h15. Dominique, la parole est à toi. Merci beaucoup François, bonsoir à tous et bonjour à tous et bienvenue. Et on est bien content d'être en face de vous pour parler nous aussi de confiance et de l'inscrire dans le cadre de l'économie. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Est-ce qu'on pourrait partir peut-être, pourquoi pas, de la crise déclenchée en 2007-2008 surtout, qui, comme on le sait, a été vraiment une crise de confiance aussi, confiance dans les relations avec les banques, confiance dans des ménages et des entreprises envers leurs autorités, confiance dans l'avenir, on va certainement avoir l'occasion d'en parler également, confiance des marchés aussi, dans ce que pouvaient ou ne pas faire les grandes instances publiques, à commencer notamment par l'Union européenne ou le gouvernement américain. De tout cela, on a le sentiment que quand même le terme de confiance a pris une place assez sérieuse dans l'économie. Mais il y a bien d'autres choses à dire à ce sujet, comme on va le voir, notamment sur notre cher pays, la France, qui est objectivement un pays riche, mais qui, et les sondages, les enquêtes et les tableaux que l'on va vous montrer le prouvent, souffre d'une sorte de déficit à la fois de bonheur et de confiance. Ça aussi, ça fait partie des points qui nous interpellent et dont on aimerait bien discuter avec nos invités ici présents. Et on va commencer avec Axel Kahn. Je vous présente d'abord tout le monde. Axel, scientifique, médecin, généticien, comme on sait, essayiste, directeur de recherche à l'INSERM et qui a dirigé longtemps l'Institut Cochin, qui est également un marcheur devant l'éternel et qui a été aussi le président de l'Université Paris-Descartes et qui vient de faire paraître un titre « Être humain pleinement » où il est aussi question de confiance. Il va nous en parler. On lui demande d'introduire cet entretien, cette discussion. Et l'économie aura sa place, je pense, dans cette introduction. À ma gauche, je vais dans cet ordre-là, si vous le permettez, Claudia. Nicolas Bouzou, essayiste lui aussi, fondateur du cabinet de conseil économique Asterès. Lui aussi a fait paraître un livre sur l'innovation sociale sauvera le monde. Et là encore, je pense que la confiance sera dans les thèmes qu'il aborde. Il en est question dans son livre et il nous dira de quelle manière. Claudia Sénic est professeure à l'Université Paris-Sorbonne, à l'École d'économie de Paris, PSE. Claudia Sénic s'est fait connaître pour ses travaux, maintenant déjà anciens finalement, parce que ce n'est pas si récent que ça, sur l'économie du bonheur. Et on verra là encore le lien entre économie du bonheur et confiance. Maintenant, c'est un domaine qui prend de l'ampleur en France et ailleurs, et ce sera très intéressant là encore de le rattacher à notre thème d'aujourd'hui. Et enfin, Philippe Frémaux, éditorialiste lui aussi au magazine économique Alternative économique, dont il a été longtemps le directeur, administrateur aussi, je vous le signale, la société coopérative éditrice de ce titre. Et j'y insiste parce que Philippe Frémaux défend une valeur importante en économie, qui est la forme d'économie sociale et solidaire qui a lieu également, qui se raccroche également à l'Université du Partage. On aura l'occasion, je pense, d'en savoir plus avec lui. Cher Axel Kahn, si vous vouliez bien introduire notre discussion et nous rejoindre bien sûr ensuite pour la développer. Merci beaucoup. J'aborderai brièvement la question de la confiance en l'avenir, mais je me concentrerai sur la confiance en l'autre,
ne traitant point de la confiance en soi-même. La confiance en l'autre est l'une des conditions fondatrices de l'émergence d'un être humain. En effet, pour accéder à son humanité, lorsque l'on est doté biologiquement des attributs de l'humanité, d'un génome humain, il faut être dans une relation de réciprocité avec les autres, telle que, au sein de cette société humaine, l'on s'humanise les uns les autres. L'un des éléments fondamentaux de cette relation est la confiance réciproque, c'est-à-dire le sentiment que l'autre a vis-à-vis de soi, le sentiment et la conviction de la manifestation d'une loyauté, d'une bienveillance et d'une franchise que l'on éprouve à son encontre. Non seulement la confiance est indissociable des conditions d'émergence de l'humanité, elle l'est également des premières sociétés, dans lesquelles chaque individu est à ce point complémentaire des autres, comme le sont les différents chaînons d'une chaîne, que la défaillance de l'un d'entre eux ruinerait la construction sociale dans son ensemble. La confiance est l'un des éléments constitutifs du couple et lorsque la confiance se dissipe, le couple lui aussi. Et de la même manière, c'est la famille qui se délite lorsque, en son sein, la confiance est perdue. Dans les sociétés un peu plus élaborées, ce sentiment de la confiance inconditionnelle, qui équivaut en pratique à un don, sans stratégie de retour, est stabilisé par d'autres phénomènes. L'un d'entre eux est de l'ordre de la réputation et l'autre est de l'ordre de la réprobation générale de la communauté envers ceux qui trompent la confiance. Rapidement, parmi les échanges au sein de ces sociétés, l'un d'entre eux va concerner les personnes et les échanges entre ces personnes. La science de l'échange des biens, c'est ce que l'on appelle l'économie. La confiance en est l'un des éléments tout à fait fondamentaux et cela ne pose pas vraiment de questions durant toute la période de ce que j'appellerais justement, je crois, l'économie théologique, on va dire, qui va précéder la fin du Moyen-Âge et la découverte de l'Amérique et le flot de métaux précieux sur l'Europe. L'économie, les échanges, à ce moment-là, sont pour l'essentiel des échanges au sein de la communauté des enfants de Dieu, de telle sorte qu'une certaine confiance est naturelle. À cette période-là, l'on parle du juste prix, le prix des choses est le prix juste, il faut avoir confiance. Il n'y a pas de prêt avec intérêt et les traites sont indiquées, remboursables, payables, compensables en foire de champagne, sans qu'il ait besoin réellement d'autres traites. Ce sentiment de confiance fondamental de l'économie, nous l'observerons autour de nous pendant très longtemps, en réalité. Dans ces deux paumes qui se claquent l'une contre l'autre, lorsque sur les marchés, l'affaire a été conclue, top là compère. À partir du XVIIe siècle, la conception pessimiste et réaliste qu'introduit le libéralisme et la philosophie des droits naturels, considérant les individus, les citoyens, comme des êtres à la poursuite légitime de leurs plaisirs et de leurs intérêts,
ce qui deviendra bientôt des agents économiques rationnels à la recherche de l'optimisation de leurs gains et de leurs profits. Dès lors, dans cette conception-là, la confiance inconditionnelle, considérée comme un don sans recherche de rétribution, devient singulière et mérite d'être étudiée de plus près, ce à quoi, à partir du début du XXe siècle, s'intéresse la théorie des jeux, le fameux dilemme du prisonnier, et tous les jeux qui vont s'en suivre. La question qui est posée ici, c'est comment peut-on expliquer que dans ces stratégies d'agents économiques avides à optimiser leurs gains et leurs profits, parfois la confiance s'avère une stratégie efficace. Et alors, l'on donne des explications. Cette confiance est efficace pour l'agent économique via la réputation dont j'ai déjà parlé. Elle est efficace tout simplement parce qu'elle sous-entend que l'on attend de la part du partenaire à qui l'on fait confiance, qu'il ait vis-à-vis de soi-même une confiance similaire. Parce que l'on a élaboré que dans un échange économique à long terme, le sentiment de confiance sera in fine profitable. Mais l'on voit que l'on est très loin alors de ce sentiment de confiance inconditionnel dont j'ai parlé. Progressivement, en réalité, la radicalisation de l'objectif de l'optimisation des gains va aboutir à ce que le sentiment de confiance se modifie. L'on a certes confiance dans la capacité du partenaire, du concurrent, de l'associé, à optimiser ses gains et non point à respecter les règles en vigueur pour y parvenir. À ce stade, le maître mot, le mot d'ordre, c'est honneur au vainqueur, malheur au vaincu, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles ce résultat a été obtenu. Et cela forme la transition avec une société qui devient en réalité majoritairement celle de la défiance, à l'exception bien évidemment des secteurs privés, du secteur du groupe. Cette défiance marque, il faut bien le reconnaître, l'actualité. Quelques souvenirs dans la mémoire de chacun. On en a parlé, Lehman Brothers, les comptes de la Grèce certifiés par Goldman Sachs, Enron, Madoff, Volkswagen, le scandale de Servier, le scandale de Merck avec le Vioxx, Servier le médiateur, dans le domaine sportif Lance Armstrong, les Wikileaks, les Luxembourg Leaks, etc., etc. C'est le fond de la totalité de notre actualité. Ce sentiment de la défiance généralisée, d'ailleurs, aboutit à une remise en cause tout à fait considérable de secteurs très éloignés de l'économie. Je l'ai vécu en tant que président d'université. Le plagiat empoisonne totalement la vie universitaire, la vie littéraire et la vie scientifique. Ce sentiment de défiance est tel que l'actualité, telle qu'elle est présentée par ces médiateurs habituels, est considérée avec une méfiance croissante par des sites alternatifs dont cela est la raison d'être et qui en proposent une lecture plus ou moins ésotérique et plus ou moins complotiste. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont ajouté un étage à cette société de la défiance. Chacun sait qu'aujourd'hui, la vie privée n'existe plus. Si bien que sur nos téléphones portables, utilisant nos codes, nous recevons en permanence des messages, des alertes, des appels téléphoniques qui, dans la proportion variable de 1 sur 5, 1 sur 3,
sont des pièges de personnes qui sont avides à nous voler, à nous berner, à nous mentir, à nous piller. Cela entraîne une impression totalement schizophrène de méfiance généralisée, de telle sorte que le sentiment de confiance, de plus en plus, ne trouve plus à se réfugier que dans la sphère familiale, privée et dans celle du groupe. Or, bien entendu, de la même manière que la confiance fait l'humanité, elle fait également les sociétés. Et une société de la défiance est une société qui délite le lien social. Si bien qu'aujourd'hui, selon moi, indiquer que l'on souhaite évoluer vers une société où la confiance réciproque en la bienveillance honnête, loyale et franche des autres remplace la défiance généralisée que j'ai dite, apparaît être une utopie. Et pourtant, il n'y a pas d'utopie plus indispensable que celle-ci s'il s'agit d'essayer de rétablir le sentiment d'un avenir désirable chez nos concitoyens. Vous avez déjà vu, je crois, hier, que la majorité de nos concitoyens aujourd'hui, et c'est la première fois, autant qu'on le sache, depuis que le progrès s'est établi, pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et effectivement, le fait que nos enfants auront à vivre aussi dans cette société de défiance généralisée ne promet pas de ce point de vue-là un avenir qui est favorable. Si bien que cette crise de la confiance fait également partie de cette crise de l'avenir, cet élément absolument fondamental. Rétablir les éléments faisant que l'avenir est désirable, et sans doute dans la situation politique où l'on est aujourd'hui, l'objectif le plus important, et l'un de ces éléments est effectivement de réintroduire la confiance réciproque en la loyauté et à la bienveillance générale, sinon absolue, des autres. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Axel Kahn. J'aurais dû mentionner aussi que vous avez longuement travaillé au Comité consultatif national d'éthique, et on le voit bien dans vos propos que c'est très présent dans ce que vous nous avez dit. Peut-être première réaction, je voudrais commencer avec Claudia Sénic, dont j'ai dit que ses travaux sur l'économie du bonheur faisaient autorité dans notre pays et ailleurs. Quel lien faites-vous entre justement le bonheur et la confiance, Claudia Sénic? Est-ce qu'on peut partir de là, et en insistant sur le cas français, car il est bien question d'un cas français assez particulier. Pourquoi sommes-nous différents des autres dans ce domaine? Je les signale très rapidement, mais vous avez peut-être même des tableaux à nous montrer à ce sujet. Oui, d'accord. J'en ai justement. On va les voir. Alors, on va peut-être même commencer par là, ça nous éclairera. Le bonheur beaucoup. et la confiance. François est en place. D'un point de vue économique, les économistes définiraient la confiance comme la capacité d'anticiper ce que les autres membres de mon groupe vont faire. Dans une situation d'incertitude où on est interdépendants, on dépend les uns des autres, des situations toujours inattendues se présentent, et la question est de savoir comment les autres vont agir, de manière à agir avec eux. Et la confiance existe quand on sait à l'avance, avec pas mal de certitude, que les autres vont se comporter d'une certaine manière, prévisible, et d'une manière qu'on appelle, nous, coopérative. C'est-à-dire qu'on va tous choisir la solution qui est la meilleure pour le groupe. Donc la confiance, c'est ça. Il y a une dimension particulière de la confiance qui est importante, c'est la confiance dans l'avenir, c'est-à-dire la capacité d'anticiper ce qui va se passer, non pas seulement aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, et dans quelle direction la société se dirige, ou le groupe se dirige. Et les anticipations, on le sait maintenant avec les travaux d'économie, notamment des émotions, justement, l'anticipation a un effet immédiat sur mon bien-être, pas seulement de manière cognitive, mais même de manière émotionnelle. C'est-à-dire que le fait de savoir que quelque chose de positif ou d'agréable va se produire me rend déjà heureux ou heureuse. Et inversement, le fait de m'attendre à quelque chose de désagréable plus tard dans la journée ou dans l'année me rend déjà assez angoissée. Donc l'anticipation, les travaux dans l'économie du bonheur l'ont montré, est un élément vraiment très très important du bonheur, individuellement et collectivement. Donc la question de savoir vers où la société se dirige, quel est le projet,
Est-ce qu'on adhère aux transformations de la société qui sont entraînées par les nouvelles technologies, par la globalisation? C'est vraiment très très important pour la manière dont les gens se représentent leur vie dans leur société et en général. Et alors, voilà, la réponse à cette question, dans le cas de la France, c'est que la projection n'a pas l'air de se faire très bien. Et le projet de se transformer globalement, collectivement, pour s'adapter à ces mutations technologiques et à cette interdépendance avec les autres pays du monde, se fait très difficilement, plus qu'ailleurs, plus que dans d'autres pays comparables, européens notamment. Et voilà, donc quand on interroge les gens en leur demandant s'ils sont heureux et on leur demande de donner leur propre réponse, hein, c'est eux qui donnent leur propre note, comme quand on mesure la douleur. On leur demande s'ils sont heureux, ils doivent se mettre une note de 0 à 10, hein, ça paraît bête, mais en fait même la douleur se mesure comme ça à l'hôpital. Eh bien on voit que les Français, dans des situations identiques, se déclarent beaucoup moins heureux que ne le feraient les Belges. Par exemple, si on prenait les Belges et qu'on les faisait vivre en France, eh bien déjà le bonheur moyen augmenterait d'un point sur une échelle de 0 à 10, sans rien changer d'autre. Ouais, et ça, c'est lié à l'avenir. Donc, oui, il faudrait les mélanger, nous dit-on devant au premier rang. Mais c'est vrai que c'est quand même très curieux et que vous êtes, enfin, dans différents domaines, on s'interroge sur ce phénomène assez particulier, hein, mais donc, de notre société française. On a conduit une enquête. Le CEPREMAP a créé un observatoire du bien-être et en collaboration avec l'INSEE, on a maintenant une enquête tous les 3 mois auprès de 2000 personnes dans laquelle on a introduit plein de questions sur le rapport à l'avenir et le bonheur. Et si on peut projeter le tableau, je ne sais pas, dont vous On parliez n'y arrive ou pas? On n'y arrive le pas. graphique. Bon, mais il va falloir nous le raconter, Claudia. Non, on n'y arrive pas, Pas d'accord. pour l'instant. Alors je vous raconte le graphique. Donc il y avait des barres, il y en avait des bleus et des rouges. Donc, les bleus, Imaginons. voilà. Donc c'est une série de questions qu'on a posées à ces 2000 Français. Est-ce que vous croyez que la génération future vivra mieux en France que vous? On leur a aussi demandé, est-ce que vous pensez que la prochaine génération en Europe vivra mieux que vous ou moins bien? Est-ce que vous êtes content de votre situation financière? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes optimiste sur l'état de vos finances, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit, même sans les graphiques, je vous les raconte. Donc premièrement, la différence entre le présent et l'avenir. Toutes les variables qui concernent le présent, elles étaient en bleu, je pense, sont quand même à un certain niveau, assez honorables, pas extraordinaires, mais bon. Toutes les variables qui concernent l'avenir sont vraiment, vraiment beaucoup plus bas, voire au ras de l'axe des abscisses. L'anticipation pour la prochaine génération en France est moins bonne que pour la prochaine génération en Europe. Donc c'est vraiment sur le cas de la France. Deuxièmement, l'économie par rapport au reste. Toutes les questions sur est-ce que vous aimez votre travail, vous êtes heureux dans vos relations sociales, etc., ça va, plutôt. Mais toutes les questions qui concernent l'économie, est-ce que l'économie va s'améliorer, est-ce que la situation économique de la France va s'améliorer, sont beaucoup moins bien. Donc les barres étaient beaucoup plus basses. Et la troisième chose, c'est la France et moi. Les questions sur moi, est-ce que vous arrivez, vous envisagez de faire des dépenses, etc., en fait, ça va. Mais en revanche, tout ce qui concerne le collectif, ça va vraiment beaucoup moins bien. Et les mêmes questions, quand on pose avec la même formulation, selon que ça me concerne moi, enfin ma famille, ou la France, c'est vraiment la moitié, la barre, la bleue et la rouge. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a cette espèce de défiance, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de l'économie en particulier. Donc pour l'instant, on n'a pas encore compris sur quel projet on allait se coordonner, parce que c'est ça la confiance finalement, c'est de savoir sur quel projet on se coordonne, et donc du coup, j'ai plus d'incertitude sur la direction que l'on prend. Oui, c'est très étrange. Hein. Ces résultats sont vraiment très, très instructifs. On va revenir sur l'avenir, notamment avec Nicolas Bouzou, qui s'interroge beaucoup sur l'innovation, le progrès, donc l'avenir, et dans la confiance que l'on peut avoir dans le progrès. Encore une question quand même, Claudia Sénic. Il y a des économistes, parce que beaucoup d'économistes travaillent maintenant sur ces questions, je l'ai signalé, qui pensent que quand même... un pays peut s'enrichir sans que cela rende ses habitants plus heureux, parce que la grande question, c'est celle-là. Allez, voilà nos tableaux. On dit que c'était bleu et rouge. On avait parlé du bleu et du rouge, là-dessus, on a tout bon. C'est nécessaire que vous y reveniez un peu ou ça va? Non, ça va. Hein, je crois. On peut les laisser dérouler derrière nous, ça éclaire la discussion. Un pays peut s'enrichir sans que cela rende ses habitants plus heureux. Apparemment, la France, qui est quand même un pays riche et qui, il faut toujours le répéter, bénéficie d'une protection sociale importante, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, même développés. Ça ne suffit pas, on est bien d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Ah, alors voilà, et je sais que vous, ça c'est une thèse, c'est ce que je voulais dire. Non, on n'est pas d'accord. C'est une thèse qui est soutenue par certains subtil. économistes aux États-Unis, mais c'est plus que subtil vous ne que suivez ça. pas. Non, voilà. c'est pas moi. Non, c'est plus subtil que ça. C'est que dans le court terme, le bonheur déclaré par les gens est vraiment très très sensible au niveau de revenus, au niveau de production, au niveau de consommation, etc. Donc l'argent fait vraiment le bonheur en moyenne. Il n'y a pas que ça, mais toutes choses égales par ailleurs,
si on s'enrichit, individuellement ou pas. Voilà. Non, le paradoxe, c'est que c'est vrai que sur le long terme, quand on observe des pays qui ont connu une croissance très forte, comme l'après-guerre, le bonheur moyen, quand on compare le bonheur des Américains en moyenne en 1950 et en 2011, par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation. C'est parce que, en fait, les gens s'habituent, les gens se comparent, il y a plein de choses qui font que ça gâche un peu l'effet. Mais sur le court terme, ça marche, et les riches sont plus heureux que les pauvres. Les habitants des pays riches sont plus heureux que les habitants des pays pauvres. Les gens sont plus malheureux dans la crise que dans la prospérité. Ouais. Le cycle des affaires a un impact sur le bonheur des gens. Donc tout ça, ça reste quand même, il ne faut pas exagérer. Mais un des sentiments du non-bonheur, si j'ose dire, c'est qu'il ne suffit pas de bien gagner sa vie, il suffit d'être certain que celui d'à côté ne la gagne pas un peu mieux que nous. Aussi, oui. Voilà. Parce que ça, on n'aime pas non plus. Bien sûr. Et c'est un phénomène qui a été observé, c'est-à-dire on est quand même porté par l'ambition d'être au-dessus des autres. Hein, ça, vous ne le contestez pas. C'est sûr. Philippe Rémaux, sur tout ça, quelle analyse faites-vous, ce rapport à la confiance et à la défiance, hein, on voit bien que le pendant c'est pas forcément vouloir être en dessus, ça peut être aussi pas vouloir être trop en dessous, voilà. Oui, mais on n'aime pas trop que l'autre soit au-dessus quand même. Oui, enfin, bon. Il y a des études là-dessus qui montrent qu'à partir d'un certain niveau de revenu, le niveau de satisfaction finalement est élevé et que bon, je ne sais plus à combien c'est fixé en France, 6 000 euros, un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas de plateau, non. Ça, non, ensuite... C'est convexe, voilà, il n'y a pas d'asymptote, donc ça continue toujours à augmenter. Mais voilà, ça se... Bon. Non, moi j'aimerais d'abord dire un mot par rapport à la présentation qu'a fait Axel Kahn. Autant je suis entièrement d'accord avec les conclusions que tu as dressées, sur la fin, sur l'appel effectivement aujourd'hui à réinventer une image du progrès, du bonheur. D'ailleurs, je viens de participer à un bouquin qui est là-dessus, où j'interviewe Laurent Berger. Et Pascal Canfin. Voilà, et Pascal Canfin, donc secrétaire général de la CFDT et puis le directeur général du WWF. Et donc, on parle de cette nécessité d'inventer une nouvelle renaissance qui soit adaptée à un modèle d'activité qui désormais doit s'inscrire dans les limites de la planète. Donc le toujours plus qui va tout résoudre, c'est vrai qu'on sait bien que maintenant il est derrière nous et ça provoque une vraie crise de l'avenir. Ce que tu as dit sur le fait que les gens s'inquiètent du niveau de vie de leurs enfants, je veux dire, c'est bien qu'ils restent dans une vision linéaire de ce que serait une croissance quantitative de la richesse et qui apporterait plus de bonheur, alors qu'il s'agit aujourd'hui effectivement d'aller vers un modèle dans lequel des questions de qualité, de bien-être sont posées de manière qui se dissocierait finalement de la production matérielle, des consommations d'énergie, etc. Bon. Donc c'est tout un débat qu'on va avoir. Mais par contre, quand je regarde sur le passé, je pense qu'il ne faut pas idéaliser sur une sorte de c'était mieux avant. Parce que le top là du marché paysan, où on vend une vache de réforme effectivement à un maquignon qui se fait avoir, ou l'inverse, je veux dire, il suit après 3 heures de discussion. Or, ce qui fait le propre d'une économie de marché moderne dans les pays développés, c'est la régularité et la vitesse des transactions, et c'est ce qui fait qu'on a une économie extrêmement efficace. C'est que la sphère de l'échange est une sphère très efficace, et elle est très efficace à côté d'une sphère de la production qui, elle, est à haute productivité. On a des prix fixes, on négocie pas pendant 20 minutes avant de savoir le prix auquel on achète son café ou on achète sa boîte de lait. Quand on va chez le boulanger, on sait que dans le pain, il y a vraiment de la farine. Alors, il peut être plus ou moins bon, mais il y a de la farine. Quand tu achètes un pack de lait, tu es sûr qu'il y aura du lait dedans. Il peut y avoir de la mélanine, mais c'est en Chine, et précisément, c'est un pays totalitaire. Quand, effectivement... Bon, alors, évidemment, il y a Volkswagen, il y a Madoff... Pourtant, oui, j'allais le dire, il y a Volkswagen quand même. Quand on achète une Volkswagen... On ne va pas être dans ce paradoxe. On ne sait pas qu'elle a été trafiquée. Où c'est le représentant d'Alternatives économiques qui défend le grand capitalisme. Donc, voilà. Non, je dis simplement que ce qui caractérise notre société, et ce qui fait l'efficacité et la confiance, c'est que la confiance règne. La confiance règne fondamentalement dans les échanges. Alors, on peut effectivement voir, aussitôt qu'il y a des gens qui trichent, les facteurs justement de dérèglement majeur que ça provoque du système, et la crise très justement dénoncée de la finance tient bien au fait qu'il y a des gens qui ont déchiré le contrat de confiance. Et Dieu merci, on a des institutions qui ont évité que ça s'effondre, des investissements publics. Je veux dire, si on a une banque centrale qui joue le rôle de prêteur en dernière sort, si on a effectivement des États qui, au moment de la crise européenne bancaire, quand tout a failli sauter en novembre 2008, se sont réunis et ont dit on soutiendra les banques en dernière instance s'il le faut, etc. On a recréé les conditions publiques de la confiance. Mais il faut bien dire que ce qui nous différencie précisément des sociétés anciennes, c'est l'établissement d'une confiance sociale entre gens qui ne se connaissent pas. Et que précisément dans les sociétés anciennes, les échanges, d'une économie de marché, oui, c'est de ça qu'on parle. Les échanges étaient extrêmement faibles et ils étaient bien souvent le fait
justement de communautés qui étaient des communautés restreintes où les gens se connaissaient entre eux. Si les Chinois ont joué un rôle très important en Asie, si les Libanais ont joué un rôle en Afrique, etc., si les Juifs ou les protestants ont joué un rôle important dans l'économie du Moyen-Âge, c'est bien que c'était des communautés où il y avait quand même... Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne cherchait pas à se rouler au sein de la communauté, hein, mais je veux dire, il y avait quand même des relations de confiance qui n'existaient pas dans l'ensemble de la société. Et notre société, précisément, c'est le grand acquis de la démocratie, c'est que quand même d'arriver à créer des relations de confiance entre gens qui ne se connaissent pas, qui sont à la fois régulés à la fois par le marché, quand il fonctionne bien, et le marché, on sait bien qu'il fonctionne bien quand c'est à la fois un ensemble de conventions sociales, mais aussi des garanties publiques qui sont instituées par tout un ensemble de règles, une direction de la concurrence qui lutte contre les fraudes, des lois qui sont relativement stables et qui ne changent pas tous les 2 jours, etc., etc. Axel Kahn. Tout d'abord, dans le résumé que j'ai fait, j'ai bien indiqué que ce sentiment qui était antérieur à la contractualisation des échanges valait dans une communauté fermée. J'ai parlé de la confiance au sein de la communauté des enfants de Dieu. Et évidemment, c'était totalement antinomique avec la notion d'une mondialisation de l'économie. Les Sarrasins, on ne commerçait pas avec, on commerçait aussi avec eux d'ailleurs, mais aussi on leur faisait la guerre, etc. Donc oui, tout à fait d'accord. D'autre part, lorsque j'ai introduit la notion de la contractualisation, c'est-à-dire la pensée des droits naturels à partir du XVIIe siècle, je ne l'ai absolument pas présentée en termes d'aggravation ou d'amélioration de la situation. Je parlais de la modulation du sentiment de la confiance. Le moment à partir duquel le sentiment de la confiance, on va dire naturelle, même si elle était trompée au sein de la communauté, d'une communauté donnée, tout simplement parce que c'est essentiel à la stabilité de la communauté, a été remplacée par la réflexion sur ce que signifiait la confiance dans le cadre d'un rapport obligatoirement contractuel. Donc simplement qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de ce que je crois avoir dit clairement. Et Nicolas Bouzou, sur cette nostalgie du passé que l'on peut parfois percevoir dans les commentaires, encore une fois, ce n'était pas ce qu'a voulu dire Axel Kahn, mais que peut-on répondre à cela ? Le fameux « c'était mieux avant ». On peut répondre que c'est faux et inutile. Alors c'est inutile parce que dire que c'était mieux avant, évidemment, ne sert absolument à rien puisqu'on va aller vers l'avenir et pas vers le passé. La deuxième chose, c'est que toutes les statistiques dont nous disposons, il y a énormément de statistiques dont on dispose, c'est même d'ailleurs devenu une profession à l'université. Vous avez des historiens de l'économie ou des économistes de l'histoire, peu importe, Max Roser à Oxford, Johan Norberg, vous avez des gens dont le métier c'est de développer des statistiques sur le très long terme. Donc on a des chiffres qui portent sur, de 500 à 1000 ans, on a de 500 à 1000 ans de recul selon les indicateurs. Et quel que soit l'indicateur que vous regardiez, c'est ça qui est absolument frappant, et c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire avant d'expliquer ce qui va mal, parce qu'il y a des problèmes dans nos sociétés. J'y reviendrai dans un instant, des problèmes très simples à résoudre d'ailleurs, mais il y a des problèmes dans nos sociétés. Mais quand vous regardez tous les indicateurs, vous regardez les indicateurs d'espérance de vie, vous regardez les indicateurs d'espérance de vie en bonne santé, regardez les indicateurs de taux de mortalité, vous regardez les indicateurs d'homicide, de sécurité, vous regardez les indicateurs de démocratie, vous regardez les indicateurs de liberté, vous regardez tous ces indicateurs d'inégalité entre les nations, pas à l'intérieur. J'allais venir sur les inégalités, c'est très bien. Pas la peine d'y venir puisque j'allais moi-même. Elles sont en train d'augmenter, rappelons-le. Cette nuance, oui, mais bien sûr, mais entre les nations, ces indicateurs n'ont jamais été aussi bons. Donc pour le dire autrement, nous vivons dans un monde qui, à bien des égards, n'a jamais été aussi accueillant. Alors je vois bien qu'il existe des problèmes autour de nous, notamment en France. Je vais vous prendre 2 exemples. Un exemple assez facile, non, 3 exemples très, très rapidement. Il y a du chômage en France. Il y a beaucoup de chômage en France. On a un taux de chômage très élevé. Mais pardon, alors je sais que ça déplaît un peu quand je dis ça, mais on a du chômage parce qu'on veut bien avoir du chômage. Parce que si on ne voulait pas avoir de chômage, on pourrait mener des politiques économiques qui permettent de combattre le chômage, comme ça a été fait dans beaucoup de pays autour de nous, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, enfin, je peux prendre la Suisse, je peux prendre beaucoup d'exemples. Vous avez bien noté évidemment que je ne prends pas le Royaume-Uni et l'Allemagne, puisque sinon on va me dire mais ça ne marche pas parce que c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne, donc je prends d'autres pays. Quand je parle de l'Autriche ou du Danemark, visiblement une passion scandinave et autrichienne en France. Et donc en général on ne me dit pas que ce sont de mauvais exemples. Je crois que c'est aussi parce qu'ils ne sont pas connus, donc ça me permet d'aller en terrain, un terrain qui est plus facile pour moi. Non mais je veux dire, en tout cas, il existe des politiques qui n'ont pas fait la même politique. Oui, il va répondre Philippe. Il existe des politiques
pratiques qui ne sont pas parfaites, bien évidemment, mais on a des outils, en tout cas, si on veut s'attaquer à cette question. Je prends un deuxième exemple, qui est celui du réchauffement climatique. On a un problème majeur aujourd'hui de réchauffement climatique dans le monde. Pas d'accès aux ressources énergétiques, des accès aux ressources énergétiques, il n'y en a quasiment jamais eu autant, c'est bien le problème d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir problème d'accès aux ressources énergétiques et réchauffement climatique, puisque c'est le premier facteur qui implique le deuxième. Donc vous avez forcément soit l'autre, donc soit l'un, soit l'autre. Donc on a énormément de ressources énergétiques, on a à peu près 80 ans d'hydrocarbures devant nous, ce qui est un vrai problème, et du coup on a un problème majeur de réchauffement climatique. Mais ce que l'on dit peu, c'est que les émissions de CO2 dans le monde, elles diminuent pas assez. Elles diminuent pas assez, notamment parce que nos amis allemands ont eu l'excellente idée de faire de la décroissance, c'est-à-dire de fermer des centrales nucléaires pour ouvrir des centrales à charbon, ce qu'on appelle en termes surtout parce qu'on ne donne pas de prix au carbone. La décroissance. Et alors, très bon exemple. Moi, je suis favorable. Moi, je suis un peu libéral, comme vous le savez. Ouais, mais pas là-dessus. Pas là-dessus, puisque je suis totalement opposé à un marché européen du carbone, que je trouve quelque chose de beaucoup trop libéral pour mon goût. Je suis favorable à ce que les pouvoirs publics fixent un prix du carbone à un niveau très élevé qui augmente à un rythme prédéterminé tous les ans. Donc vous voyez qu'en termes d'interventionnisme, vous ne pouvez pas faire mieux que moi. Et pas pire. Bon. Mais je veux dire, en tout cas, c'est une mesure qu'on peut prendre et qui va orienter l'innovation. Dernier sujet que je voudrais évoquer, qui à mon avis est le sujet le plus difficile pour nous. C'est celui... comment dire, de l'insécurité, mais pas au sens des homicides. Je l'ai dit, le nombre d'homicides dans nos pays, il est très faible. Alors, il y a des variations selon les années. Mais enfin, Johann Norberg, je crois, rappelle qu'au Moyen-Âge, vous aviez une chance sur 10 de mourir dans la vie d'assassinat, si vous voulez. Donc, vous voyez bien que l'humanité, de ce point de vue-là, a fait un petit peu de chemin. Oui. Michel Serres, philosophe, développe aussi ça. C'est une en société fait, qui n'est pas tous les si gens violente. qui sont informés, qui regardent ces chiffres sérieusement, savent bien qu'on vit dans des sociétés qui sont relativement apaisées. On a un double problème aujourd'hui, qui est à mon avis le problème le plus important qui se pose à nos sociétés et qui crée bien évidemment une inquiétude chez nos concitoyens, c'est nationalisme, fondamentalisme. Et là, j'ai besoin de 35 secondes et après j'arrête mon raisonnement. Mais il me semble que c'est vraiment le sujet majeur. On est aujourd'hui, on pourra y revenir si ça vous intéresse, dans une vague d'innovation mondialisée qui est absolument colossale. Les économistes parlent de destruction créatrice, en termes d'un grand économiste du XXe siècle, début du XXe siècle, enfin première partie du XXe siècle qui s'appelait Joseph Schumpeter. Voilà. Donc on a beaucoup d'innovation, beaucoup de changements dans un contexte mondialisé. Alors on a déjà connu ça, sous l'Antiquité, ce qu'on appelle le siècle de Périclès, la Renaissance, ce qu'on appelle la révolution industrielle à partir des années 1770 jusqu'aux années 1820, la belle époque. Bon, on a déjà connu ça, si vous voulez, dans l'histoire. Mais ce sont des périodes absolument fantastiques parce qu'il y a plein de progrès et on voit bien aujourd'hui dans la santé, dans l'énergie, dans la mobilité, ce qui se passe est absolument génial. C'est génial ce qui est en train de se passer. Simplement, le problème, c'est que là aussi, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, ça déstructure la société. C'est d'ailleurs la notion de destruction créatrice, ça déstructure la société parce qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'il y a plein d'activités qui disparaissent. Alors il y en a plein qui se créent, mais il y en a plein qui disparaissent. Et puis c'est pas forcément les gens qui ont perdu leur job qui arrivent à occuper les nouveaux jobs. Donc tout ça est assez compliqué. Et puis en plus, on perd les repères philosophiques. Donc on est dans des phases de déstructuration. Dans ces périodes-là, vous avez deux forces qui montent. C'est d'un côté le nationalisme et de l'autre le fondamentalisme. Parce que le nationalisme, au fond, vous dit... Le message du nationalisme, même s'il est un peu subliminal, c'est on ferme et on revient au monde d'avant, avant la mondialisation, avant l'immigration, avant l'Europe, etc. Donc on ferme et on revient avant. Et le fondamentalisme vous dit cette société est horrible, elle vous détruit, et donc on va la détruire. Voilà. Et donc ce sont deux discours qui sont extrêmement efficaces, qui sont simples et qui sont extrêmement efficaces pour tous ceux qui soit sont les perdants de la destruction créatrice mondialisée, mais c'est pas le principal phénomène. On voit bien par exemple que vous savez que les gens qui ont voté Donald Trump sont en moyenne plus riches que les Américains et plutôt moins exposés aux délocalisations et à l'immigration. Donc vous voyez bien que c'est pas que ça. Le problème de la montée du nationalisme qu'on voit dans tous les pays, y compris dans des pays qui vont bien économiquement. Vous avez la même chose, on l'a vu en Autriche, vous l'avez aux Pays-Bas, vous l'avez en Suisse. Donc c'est une question de projection sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est vraiment la peur du monde dans lequel on entre. Alors Nicolas Bouzou, est-ce que vous voulez dire, mais je t'interromps parce que... Non, mais ce que je veux dire est très simple et tout le monde a compris. Non, vous êtes gentil, merci beaucoup. Je pose quand même ma question, si vous le permettez. Est-ce que vous voulez dire que vous vous situez au milieu de ces deux pôles que vous venez de souligner? Ah oui, moi, je suis dans le cas des deux, oui. Ça, et que donc, fondamentaliste ni et que donc, revenez à notre terme du débat, qui est la confiance. Est-ce que cela veut dire que vous,
vous vous placez très clairement dans une confiance dans l'avenir. C'est bien ça qu'il faut entendre dans En ce fait, long discours que vous venez de nous faire. Non, mais c'est la confiance dans notre capacité à résoudre nos problèmes. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que D'accord. ce qui a été perdu. C'est ce que je voulais dire. Sans- Non, mais bien sûr, mais ce qui a été perdu en France et dans les pays développés, je trouve, parce que c'est pas seulement un phénomène français. Les chiffres qu'a montré Claudia sont évidemment extrêmement frappants. Et il y a des facteurs qui expliquent qu'en France, on a plutôt moins confiance qu'ailleurs. Mais la crise de la confiance dans l'avenir, vous l'observez en réalité dans tous les pays développés aujourd'hui, y D'accord. compris aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et donc, on a perdu cette capacité à croire que nous pouvons améliorer l'avenir. Et là, je m'arrête vraiment. C'est de notre faute, nous qui nous exprimons en public, je crois, c'est que nous n'avons pas été encore capables de construire un discours intellectuel qui soit rassurant et positif sur l'avenir. C'est pour ça que mes ennemis sont en effet les apôtres, comme l'a dit Philippe, on a les mêmes de ce point de vue-là, du c'était mieux avant, parce que ce sont eux qui font monter en réalité les forces intellectuelles et politiques réactionnaires qui justement veulent nous ramener à avant. Et qui entretiennent les peurs. Axel Kahn, merci Nicolas Bouzou. Axel. Alors, je vais rebondir sur l'intervention de Nicolas Bouzou, tout simplement parce qu'il a effectivement soulevé le paradoxe. Je suis chercheur, médecin, je fais partie de ceux qui aident Du scientifique nous à intéresse. trouver de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies, qui essayent de permettre à la génétique d'avoir des objectifs absolument extraordinaires, etc., etc. Et donc, il n'y a pas de doute que les progrès des connaissances, les progrès des techniques, tout cela ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, et cela j'en ai pris presque une conscience, une impression physique, charnelle. Vous savez que j'ai marché plus de 4000 km en France, depuis le nord-est de la France jusqu'à la frontière espagnole et la Méditerranée, et ensuite depuis la pointe du Raz à Menton. Et dans ma première diagonale française, sur 1500 km, et je vais revenir à Joseph Schumpeter, sur 1500 km, j'ai été confronté à une situation que je connaissais, car tous les économistes et géographes la connaissent, mais qui était extraordinairement pénible à vivre au jour le jour. Chaque fois que j'arrivais dans un ancien bassin industriel, où l'industrie avait été un des éléments de prospérité, j'étais dans des cités qui avaient perdu en moyenne, c'était la moyenne, les 2 tiers de leurs habitants. La moyenne des minima sociaux, des gens qui vivaient aux minima sociaux, était entre 50 et 70%. Et entre Givet, à la frontière belge sur la Meuse, et Decazeville, je n'ai jamais vu un de ces bassins où le chômage ait été, catégorie A totale, et était inférieur à 22%. Et cheminant là, j'ai pris conscience de plusieurs éléments. D'abord, par rapport à la destruction créatrice, vous avez dit, et vous avez raison, mais vous n'avez pas tiré les conséquences, en tout cas pour les gens localement. C'est que cette notion que lorsque un secteur périclite, il faut mieux le laisser mourir, afin naturellement de redistribuer les ressources humaines et financières pour créer quelque chose qui a plus d'avenir, pour lequel les gens ont plus d'appétence, n'est pas du tout à interpréter de la même manière en 2016, en 2013, quand j'étais lors de ma première traversée, qu'en 1942, lorsque Joseph Schumpeter l'a édifié. Parce qu'aujourd'hui, quand des entreprises, des usines ferment dans les Ardennes, dans la Marne, dans la Haute-Marne, dans l'Aube, elles vont, pour la majorité d'entre elles, se réouvrir quelque part en Tunisie, en Slovénie et au Bangladesh. Et donc, au niveau local et régional, cette destruction est assez rarement créatrice. Donc ça, c'est un premier point, évidemment. Un des éléments de ces gens-là, évidemment, c'est qu'ils voyaient autour d'eux les entreprises, les manufactures où avaient travaillé leurs parents. Aujourd'hui, eux-mêmes étaient au chômage et ils savaient bien que leurs enfants, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les cités se dépeuplaient, leurs enfants devraient effectivement partir. Et l'élément fondamental, et ça vous l'avez bien noté, sur ce point je suis d'accord avec vous, l'élément fondamental pour lequel il y a ce retour, on va dire, à un extrémisme politique et au nationalisme, c'est qu'en permanence, j'en discutais hier avec certains d'entre vous, en permanence au point de vue option politique, il y a deux attracteurs. L'attracteur qui est la déploration du passé et l'attracteur qui est l'espoir dans l'avenir.
dans des situations, et dans une situation réelle, où les gens progressivement ont ce pessimisme dans l'avenir dont vous avez parlé, notamment Madame Sénic, dont vous avez parlé également Nicolas, cela crée une disponibilité extraordinaire à l'autre attracteur, c'est-à-dire la déploration du passé. Oui. Ce qui, évidemment, a été justement ici critiqué, cette notion absurde, c'était mieux avant, alors qu'en réalité, même si c'était mieux avant, on ne pourra pas y revenir. Donc c'est de toute façon profondément absurde. Mais c'est naturellement cela, et c'est à partir de cela que dès mai 2013, j'ai écrit, si on ne prend pas garde à ces phénomènes, des pans entiers de la population française seront prêts à faire sécession. Et c'est en ce sens-là que je voulais réinterpréter ce principe de la destruction créatrice mondialisée par rapport à ce qui était le cadre d'application jadis. Et d'autre part, que je dis que l'élément fondamental, vraiment l'élément politique fondamental pour lutter contre cela, c'est arriver à redonner un avenir désirable, redonner envie de se retrousser les manches. Enfin, la confiance dans l'avenir. Et la confiance dans l'avenir passe aussi par la confiance en les autres. Car comment avoir confiance dans l'avenir si effectivement la confiance en les autres s'est plus ou moins effondrée. Voilà. Tout à fait. Merci Axel Kahn. Et Nicolas Bouzou approuve ce discours. Oui, vous parliez aussi de l'enthousiasme, Nicolas Bouzou, pour le progrès dans toutes les époques. On sait quand même qu'au début du 19e siècle, les ouvriers détruisaient les métiers à tisser en Angleterre parce qu'ils craignaient que le progrès, justement, ne détruise leurs emplois. Oui. Ils ont eu raison d'ailleurs. Ils ont raison non pas de tuer les chefs d'entreprise. Mais on peut imaginer que ces situations-là sont porteuses de défiance et d'angoisse. Mais c'est bien la raison pour laquelle, juste très rapidement, pardon, mais pour répondre à Axel Kahn sur ce sujet, moi je pense qu'il faut, l'une des priorités des politiques publiques, c'est d'offrir des solutions justement aux perdants de la destruction créatrice. Et je vais vous donner un exemple concret, extrêmement concret. On a une innovation qui est en train d'arriver très rapidement, un rythme qui a été sous-estimé, c'est la voiture sans chauffeur. La voiture sans chauffeur, c'est génial, c'est formidable parce qu'on va gagner. Je vais interrompre simplement sur un point pour qu'on soit d'accord, mais on est d'accord. Oui. Les perdants de la destruction quand elle a cessé d'être localement créatrice. Oui, d'accord, mais justement, oui, mais c'est bien aux mêmes personnes. Vous avez souligné. Il faut retrouver un. Oui, mais j'ai pas. Rapidement sur la voiture et puis on va très rapidement. Les autres. Donc c'est pas bon pour les chauffeurs d'auto-école, pour les taxis, pour les VTC, pour les conducteurs de poids lourds, pour les ambulanciers, pour les chauffeurs de bus, etc. Et ces gens-là, on peut leur apporter des solutions en matière de formation professionnelle, en matière de flexibilité, en matière d'entrepreneuriat, en matière d'aide financière aussi. Je suis contre le revenu universel parce que moi j'en ai pas besoin moi du revenu universel et puis j'en veux pas. Mais en revanche, que des gens qui perdent leur job, je suis libéral, mais enfin en même temps j'ai des éclairs de lucidité, donc on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Ça, ce sont des politiques publiques qui doivent être dirigées vers ces gens-là, et ça permettra de redonner confiance dans l'avenir. Alors ça, c'est très bien, parce que ça nous pose la question du rôle de l'État face à tout cela, et j'aimerais entendre à la fois Claudia Sénic et Philippe Frémaux sur ce point, et on revient à notre terme de confiance, si on le veut bien. Quel doit être le rôle de l'État pour restaurer la confiance et, accessoirement également, le goût du bonheur? Claudia Sénic. Mais sur la destruction créatrice, les canuts, etc., c'est vrai que chaque fois qu'il y a un progrès technique et qu'il y a une réallocation des gens et des facteurs, etc., globalement, ça fait grossir la taille du gâteau qu'on a à se partager. C'est pour ça qu'on dit le commerce international, c'est bien, la libéralisation, c'est bien, le progrès technique, c'est bien, parce que c'est vrai que globalement, à l'échelle où ça se passe, le gâteau augmente. Alors autrefois, c'était un gâteau national, plus facile à redistribuer, parce que l'État est également national et les impôts sont à cette échelle-là. Et puis après, avec la globalisation, le commerce, etc., le gâteau, il devient mondial. Alors c'est vrai que globalement, il grossit. L'Inde et la Chine sont sortis de la pauvreté. Le taux de pauvreté a diminué de manière drastique depuis les 30 dernières années. Mais pour que tout le monde profite de cet enrichissement global, il faut pouvoir dédommager les perdants. Donc il faut pouvoir faire en sorte que tout le monde soit gagnant, que ce ne soit pas un jeu où il y a des gagnants et des perdants. Et comment on fait pour dédommager les perdants quand on ne peut pas se mettre d'accord sur des règles fiscales à peu près générales et sur des règles, sur une gouvernance un peu globale? C'est ça le problème. Donc le rôle de l'État, en fait, ça fait très longtemps. Déjà, un économiste américain qui s'appelle Danny Roderick, dans les années 90 déjà, avait écrit un livre, au début des années 90, intitulé « Has Globalization Gone Too Far ?» Est-ce que la globalisation a été trop loin? Et son idée, ce n'était pas à cause du commerce, etc., c'était à cause de la capacité des États de prélever l'impôt pour dédommager les perdants.
Parce que quand tout circule librement, les gens sur qui on peut prélever l'impôt deviennent eux-mêmes mobiles. Et si on veut trop les taxer, ils vont justement se déplacer vers un endroit où ils échappent à l'impôt. Et ceux qui, au contraire, n'ont pas la possibilité de bouger sont ceux sur qui sont, dont l'impôt imposable est moindre. Donc, globalization has gone too far, ça veut dire qu'effectivement, le pouvoir des États se réduit avec la capacité des individus à se déplacer librement dans un monde qui est totalement fluide, mais pas intégré. Et donc la défiance... Oui, alors, Philippe Frébault. oui. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce constat. Et on peut tout à fait écouter la promesse de Nicolas Bouzou de manière optimiste. Croyons Mais à il y a quand même une petite interrogation politique. C'est que ça fait à peu près 20 ans que j'entends des économistes comme toi dire ça. Dire on vit dans un monde de destruction créatrice, il y a plein de choses, mais il y a des gagnants et des perdants et il faut indemniser, etc., et trouver les moyens, etc. La question, c'est que pourquoi on ne le fait pas ? Et pourquoi on ne le fait pas à un niveau qui est susceptible de faire que précisément il n'y ait pas ce développement du nationalisme et du fondamentalisme sur lequel... Parce que sur beaucoup de choses, effectivement, tu vois bien qu'on est d'accord. Mais la question, c'est pourquoi on ne le fait pas politiquement ? Parce que dire... aussi, comme vient de le dire Claudia, qui est qu'avec la mondialisation, effectivement, si on taxe trop les riches, ils s'en vont, ils vont dans les paradis fiscaux. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment lutter contre les paradis fiscaux ? Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'avec les difficultés budgétaires qu'ont rencontrées les grands États depuis la crise de 2008, précisément, il y a brusquement une vertu qui leur est arrivée, et on a vu que quand ils ont vraiment envie de mettre le paquet, le secret bancaire suisse, tout d'un coup, il disparaît. Et pourquoi ? Parce que ce sont les États-Unis qui ont décidé qu'il fallait mettre fin au secret bancaire suisse. Bon. Imaginez que si la France et l'Allemagne voulaient réellement aujourd'hui mettre fin aux privilèges du Luxembourg. Pensez que si on fait une alliance franco-allemande pour envahir le Luxembourg, les armées luxembourgeoises vont nous résister durablement. Non, je veux dire, donc, la réalité, c'est qu'une grande partie des contribuables allemands, et qui sont des gens qui ont un pouvoir social considérable, vont aussi placer une partie de leurs économies au Luxembourg. Donc là, il y a des choix politiques, et il ne faut pas présenter ça comme un absolu qui nous échapperait totalement, sur lequel on ne peut rien faire. La réalité, c'est que moi, je serais plus modéré que ce qu'a dit Axel Kahn, c'est mon côté économiste, écolo, social-démocrate, réformiste mou. Bon, donc, je veux dire, si on voit la disparition des emplois à Givet, à Aumont, à toutes les villes que tu as citées et que je connais bien, et où on voit bien les drames qu'il y a sur le terrain. Donc, il n'y a aucune discussion là-dessus. Surtout que c'est les plus qualifiés qui sont les plus mobiles qui s'en vont, et ceux qui restent, c'est ceux qui sont scotchés au territoire. C'est des réalités dramatiques. Si tu vas dans la vallée de la Sambre, tu as envie de pleurer à chaque mètre que tu fais dans des endroits comme ça. Donc là, on est tout à fait d'accord. Mais dans le même temps, la question, c'est effectivement pourquoi on ne l'a pas fait ? Pourquoi on n'agit pas ? C'est que de fait, là, il y a des clivages politiques, il y a des arbitrages qui sont rendus, et il ne faut pas dire l'économie nous empêche de. C'est effectivement la politique qui nous empêche de. Alors, il y a un autre mot que j'aimerais dire pour qu'effectivement, on n'ait pas uniquement des discours parallèles, c'est que dans ce que nous a montré Claudia tout à l'heure, et qui est vraiment intéressant, mais c'est cette mise en scène de ce paradoxe français. Nicolas a très justement dit qu'il y a des écarts, mais qu'au fond, les dérives sont les mêmes dans tous les pays développés qui s'inquiètent de leur avenir, au fond. L'élection de Trump est là pour nous le prouver, et même le Danemark, sur lequel, oui, et tu as bien fait de prendre l'exemple du Danemark, de l'Autriche, qui sont beaucoup plus intéressants que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne de ce point de vue-là. On ne va pas se rentrer dans les détails techniques, mais là, je te suis tout à fait. Mais même au Danemark, on voit bien qu'il y a un parti d'extrême droite qui a des votes très importants, parce qu'une partie de la solidarité danoise historique, comme dans toutes les sociétés scandinaves, est fondée précisément sur un sentiment communautaire qui est très fort dans les sociétés scandinaves. Bon. Mais pour revenir sur ce que disait Claudia, il y a un paradoxe français de ce malheur public affiché, associé à un certain bonheur privé qui se traduit d'une part par le fait qu'on a quand même des taux de fécondité qui sont parmi les plus élevés du monde, parmi les pays développés. Je trouve que des gens qui font des enfants et qui les font librement, puisque pour l'instant on peut choisir d'en faire ou pas, est quand même quelque chose qui témoigne d'une certaine confiance dans l'avenir. Hein. Et puis la seconde chose, c'est que si on prend un certain nombre de critères qui sont des critères de dynamisme économique, et de confiance les uns dans les autres, on est sans doute le pays d'Europe où l'économie collaborative se développe le plus rapidement. Je veux dire, quand on voit le succès du Boncoin, de Blablacar, et de formes d'économie collaborative gratuite, fondées sur l'échange gratuit et coopératif solidaire, comme par exemple le succès fantastique du Wikipédia de langue française,
le Wikipédia de langue française fournit un accès au savoir gratuit à tout le monde, avec une qualité qui est, il faut bien le reconnaître, supérieure à celle des anciennes encyclopédies payantes. On a fait des tests sur le nombre d'erreurs. Il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica. Et donc, tout ça, c'est des signes plutôt qui incitent à l'optimisme. De même que la dynamisme de la création d'entreprises dans ce pays. Et même si on retire les auto-entrepreneurs bidons qui déclarent rien, mais les vrais entrepreneurs sont extrêmement nombreux, et ils sont nombreux aussi bien dans les start-up, vous voyez, économie numérique, branchée, digitale, tout ça, mais aussi dans plein de facteurs d'innovation sociale, dans l'économie solidaire, pour produire plus de bien-être, pour rendre des services aux gens. Et on a un peu l'impression que ce qui manque, c'est la mayonnaise politique pour donner du sens à toutes ces initiatives de la société. Est-ce qu'on peut y ajouter, Philippe Frémaux, qu'il y a aussi finalement, c'est encore peut-être un paradoxe français, de mécontentement à la fois envers les institutions, les politiques, mais en même temps, on a confiance dans les institutions publiques en France. Oui, c'est encore un paradoxe qu'on peut astucieuse souligner. Question qui reflète une discussion que nous avons eue. Oui, absolument. Et c'est l'animateur potentiel qui répond à l'animatrice en situation. Et donc, c'est vrai que... Oh là, j'ai mes trucs qui mais c'est tombent. un paradoxe qu'on soulève assez fréquemment. C'est que de fait, à la fois... Quand on regarde par exemple les résultats de certaines enquêtes, on voit qu'il y a des institutions qui fonctionnent mieux qu'on ne le dit, comme l'école, mais moins bien qu'on pourrait l'espérer, surtout par rapport aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que 25% des enfants sortaient sans rien il y a encore 20 ans, était moins un problème, ou 30 ans, était moins un problème dans une société où il y avait beaucoup d'emplois peu qualifiés. Dans une société où les exigences du marché du travail deviennent plus élevées et la concurrence plus rude, le fait qu'il y en ait 15% devient par contre un très gros problème. C'est-à-dire que l'école fonctionne mieux, mais elle n'est pas à la hauteur des enjeux qu'elle doit résoudre aujourd'hui. Mais en même temps, les Français ont relativement confiance dans l'école, dans l'hôpital, dans la police, etc. Et ce en quoi ils n'ont pas confiance, il faut bien dire, c'est dans les médias et dans la classe politique. Oui, autant pour nous, en effet. Et là où ils sont naïfs, c'est que finalement les médias et la classe politique sont plutôt meilleurs que les banques et que d'autres formes économiques dans lesquelles ils ont bêtement confiance. Mais ça, c'est une interrogation dont je n'arrive pas à trouver la réponse. On peut ajouter, Philippe, qu'ils n'ont pas très confiance dans les économistes. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Ouais. Claudia, c'est sont pas tous bons. Je ne me reconnais pas. Parce qu'ils ne sont pas tous bons, dit Nicolas Bouzou. Non, juste un tout petit point, c'est que le secteur dans lequel ils ont le plus confiance et dont ils sont le plus satisfaits parmi les institutions que vous avez citées, c'est la santé. Oui. Le secteur de santé. Et pour cause. Nicolas Bouzou, puis Axel Kahn. Justement, je voulais sur la santé, a 2-3 choses à nous dire. Oui, alors... Deux choses pour rebondir sur ce qu'ont dit Philippe et Claudia. À la santé, c'est très intéressant. Moi, je travaille beaucoup sur l'économie de la santé. Quand vous regardez aujourd'hui le système de santé français, que vous le comparez par rapport à on va dire les systèmes de santé des pays de l'OCDE, très clairement, on pourrait discuter longtemps des indicateurs, mais on a vraiment l'un des meilleurs systèmes de santé aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup sur l'économie de l'oncologie, de la cancérologie, et dans le domaine de la cancérologie, on a vraiment des résultats qui sont exceptionnels au niveau mondial. Quand vous regardez le réseau des centres de lutte contre le cancer, par exemple, qui existe en France, vous voyez que ce sont des endroits dans lesquels vous pouvez accéder aux meilleures technologies, que tous les Français peuvent y aller, que c'est gratuit. Donc ça, c'est absolument une seconde, pour te signaler que dans le département de la Nièvre, il y a un seul dermatologue, il a 66 ans, et qu'on sait très bien qu'on a mis au point au cours des dernières années, par exemple pour le mélanome, quand il est pris de manière précoce, c'était un cancer qu'on ne pouvait pas guérir, que maintenant on est en situation de pouvoir guérir, je parle sous le contrôle d'Axel Kahn, eh bien je peux te dire que quand tu n'as qu'un seul dermatologue de 66 ans dans ton département, il y a un vrai problème d'accès aux soins, pas seulement en termes d'inégalité sociale, mais en termes d'inégalité territoriale dans ce pays. On va laisser finir Nicolas Bouzou. Je pense qu'Axel Kahn, sur les inégalités de santé et de territoire, a des choses à dire. C'est que... c'est toujours pareil, c'est-à-dire que en fait, ce qui fait peur aux gens en matière de santé et de système de santé, c'est ce qui peut se passer à l'avenir. Donc vous voyez, on est toujours dans cette question de l'avenir. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, parce que bien évidemment, je suis bien conscient du problème des déserts médicaux, mais d'une part, il existe quand même en partie des solutions à ça, notamment grâce aux nouvelles technologies, mais ce qui fait peur aux gens, c'est qu'on ne puisse pas corriger qu'on ne puisse pas conserver ce système et l'améliorer, alors même que c'est possible. La deuxième chose par rapport à ce que tu as dit, qui me paraît essentiel en termes de confiance, justement, c'est que le socle économique français sur lequel on construit, il est bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations en France, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des services publics qui, à mon sens, sont un peu trop développés, là on ne sera pas d'accord, mais en tout cas qui fonctionnent bien et aussi à partir desquels on peut construire quelque chose de très intéressant. Et donc, moi ce que je dis toujours, c'est qu'en France, si on mène une bonne politique économique, franchement,
allez, en 3-4 ans, on peut avoir résolu la plupart de nos problèmes. La France, c'est pas la Grèce. Je serais Premier ministre en Grèce, vraiment, alors, je serais meilleur que celui qu'ils ont choisi, mais j'aurais quand même beaucoup de difficultés, parce que ce serait quand même très difficile. En France, c'est pas difficile, il suffit de convaincre les gens, au fond. Ou pour le dire autrement, il faut que les gens votent pour la personne qui a le meilleur programme. Mais si l'opinion Nicolas publique Bouzou, notre futur vote- Premier ministre. Non, ben non, ça, Parce il y a qu'il ne absolument sait pas aucune comment on chance. convainc les gens, parce Mais que c'est c'est ça pas le avec son problème. discours qu'il va le Mais c'est faire. ça. Ouais, enfin, j'en sais rien, je suis pas sûr que ce soit non plus avec le discours d'alternative économique qu'on va soulever absolument les foules et les emmener vers la politique qui sera la Oui, mais- meilleure pour la France. Mais j'ai pas la Allez, prétention. coupons la J'ai pas salle la en deux. Je crois prétention. que vous avez chacun vos... J'ai moi, pas la je l'ai. prétention Partisan. de penser que je serai le meilleur Premier ministre, moi. Oui, mais moi si. Mais par contre, là où je suis d'accord, non, mais là où nous sommes d'accord, c'est que le discours que je tiens, je ne pense pas que le problème je pense qu'il est juste, mais je vais être beaucoup plus prétentieux que ça. Je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à le porter. C'est ça. Et quand tu disais, on n'écoute pas les économistes, ou ce que tu dis, tous les économistes le disent. Je suis en total désaccord, pardon. Mais quels sont les économistes aujourd'hui en France qui vous parlent des progrès qu'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la génétique? Les médecins en parlent, mais quel économiste en parle? Quel économiste a pris aujourd'hui en main ces sujets, ces innovations, les nanotechnologies, la robotique, l'imprimante 3D, pour nous expliquer comment on peut transformer le pays et le transformer pour le mieux? Je suis désolé, quasiment aucun. La plupart des économistes aujourd'hui, Nicolas Bouzou, et c'est on vrai voit dans que le lui, monde, décidément. vous explique, c'est ce qu'on appelle les théories de la longue stagnation, qu'il n'y a plus de croissance et que même s'il y a de la croissance, il n'y a plus d'emploi. Ils ont peut-être raison, hein, mais ils ont peut-être tort aussi. Parce que qu'on depuis peut 10 000 entendre- ans, ceux qui tiennent ce discours, ils ont toujours eu tort. Nicolas, En plus, c'est compatible avec l'essor des imprimantes 3D, l'absence de croissance. je vois Claudia avec Et ça, un on peut en micro, discuter. et puis j'aimerais qu'on revienne vers Axel Kahn pour les inégalités de santé. Il a sans doute un avis. Claudia, non, pas juste une Pour petite dire qu'il remarque. y a quand même des débats là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas encore de productivité. Enfin, c'est toujours comme ça, quand une innovation se diffuse, il y a une grotte d'innovation, au début ça ne se voit pas dans la productivité appliquée dans les entreprises, et puis au bout d'un moment ça arrive. Donc il y a des gens qui disent non, ça n'arrivera jamais, c'est fini la croissance, et puis d'autres qui disent mais non, pas du tout, en fait ça va venir, et puis même les emplois qui sont détruits, il va y avoir une nouvelle vague de nouveaux emplois qui vont apparaître, etc. C'est pas quand même, la profession des économistes n'est pas complètement dépressive comme tu le décris, faut pas exagérer. Rassurez-nous. Je dis que les premiers sont un peu plus nombreux que les seconds. Axel Kahn. Oui, je vais parler de la santé, c'est extrêmement important. Et c'est l'un des éléments, en plus, de l'état d'esprit, de l'humeur, on va dire, des gens, notamment dans les territoires. Mais auparavant, 2 points. D'abord, sur la certitude de Nicolas Bouzou que s'il pouvait et s'il avait la possibilité de faire campagne sur les fières paroles et l'avenir remarquable qu'il nous dépeint, alors il serait écouté et que les choses en seraient modifiées. Et auparavant, avant de revenir là-dessus, sur la notion, toujours à partir de ce pouls que j'ai palpé du pays, vraiment pas après pas et durant très longtemps, un des éléments tout à fait fondamentaux, évidemment, ça n'est pas la négation des progrès. Personne ne peut nier qu'il y ait des progrès. C'est le sentiment qu'à un moment donné, quelque chose s'est enrayé dans cette belle et fière certitude que l'on avait que les progrès seraient forcément un progrès pour l'homme. Et ce qui Pour vraiment, tous les hommes. Et voilà, pour tous les hommes. Ouais. absolument, c'est vraiment l'élément absolument essentiel. Et à partir de cet élément essentiel, et c'est très lié également à cette défiance qui va enrayer cette progression du sentiment de bien-être et de bonheur alors que la croissance apporte un mieux-être économique. À partir de cet élément-là, cela entraîne ce phénomène que j'ai appelé de la sécession, justement, et qui, malheureusement, je vais vous dire, la sécession va avoir un résultat épouvantable. Épouvantable. C'est que beaucoup des Français ne vont pas écouter, et ils y gagneraient tellement de l'écouter, les paroles de Nicolas Bouzou. Alors je vais vous dire pourquoi les Français ne vont pas tous écouter les paroles de Nicolas Bouzou. C'est qu'il s'est fait à travers ce doute, cette impression que de toute façon les choses vont en se délitant, que cette incertitude, que les progrès ne sont plus des progrès pour l'homme, il s'est fait un peu le phénomène que j'ai connu, que mon père a connu chez un de ses anciens élèves qui était sourd, et quand il ne voulait pas entendre, il tournait son sonophone. C'est-à-dire qu'une sécession totale dans le discours gestionnaire et raisonnable des gens qui ont l'habitude de leur parler. Et j'ai décrit cela en 2013 et j'ai été très intéressé de lire
de gauche comme de droite d'ailleurs, des témoignages de candidats en campagne pendant les régionales. Certains disaient comme vous, d'autres ne disaient pas comme vous, suivant leur proximité ou leur plus grand éloignement du libéralisme moderne. Mais tous disaient, on a beau dire, ils opinent du bonnet, on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est effectivement ce phénomène de la sécession. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on veut arriver à leur témoigner toutes les perspectives et les possibilités qu'il y a, il faut, profitant, on va dire, d'un bref moment où ils peuvent nous écouter, leur donner l'impression que effectivement ce qu'on a en tête, c'est un progrès pour l'homme, c'est-à-dire le progrès avec un grand P. Et alors, tout le reste, effectivement, pourra venir. Mais si cela vient comme une conséquence normale et inéluctable de tout ce dont on a parlé auparavant, ils auront cessé de vous écouter auparavant. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant des problèmes de santé, c'est sûr que le système en France est sans doute l'un des meilleurs avec des inégalités. Je ne parlerai pas des déserts médicaux, c'est vraiment un problème. Mais puisqu'on parle d'économie, on parle de l'avenir, on peut parler également des différents programmes de santé des candidats à la présidence de la République. Voilà, c'est intéressant. Ceux que nous connaissons pour l'instant. Voilà, ceux que nous connaissons pour l'instant et ceux qui se sont exprimés. J'ai été très étonné, je vous ai dit, je connais bien évidemment François Fillon, d'abord parce que il a été mon adversaire aux dernières législatives, et puis je connais bien pour d'autres raisons. J'ai été très étonné du plan qu'il a proposé. Le plan global qu'il a proposé était effectivement basé sur la séparation entre le panier de soins des frais importants et puis des frais moins importants qui étaient laissés à des mutuelles, et donc on va dire tout de même un transfert aux mutuelles ou alors à l'assurance complémentaire privée, peu importe la somme des deux, de ce qui était considéré comme le petit risque. Ça m'a étonné pour deux raisons. D'abord parce que l'un des éléments fondamentaux de la qualité du système de santé français, c'est qu'il n'y a pas de différence. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de différence. Tout simplement parce que des soins dentaires qui ne sont pas pris en charge suffisamment tôt vont pouvoir donner une bronchopneumopathie et une endocardite et des abcès disséminés. Parce que chez des gens un peu affaiblis pour telle ou telle raison, l'âge mais d'autres raisons, le gros rhume est un moyen relativement habituel de mourir, ma foi. On va dire que mourir est un risque assez important, même si on considère que le rhume est un risque relativement léger. Donc, honnêtement, d'un point de vue compréhension des systèmes de santé, c'est une aberration totale. Deuxièmement, on a déjà essayé de transférer... Même du point de vue de la rentabilité. Oui, mais je vais parler de cela. On a déjà essayé de transférer aux mutuelles et aux systèmes complémentaires privés des petits risques, ou tous les risques, suivant les cas. Je vous rappelle, mais vous le savez bien, parce que je sais que vous connaissez bien l'économie des systèmes de santé. Dans nul pays, la santé est aussi chère qu'aux États-Unis d'Amérique. De loin, c'est le pire des systèmes. En réalité, c'est le pire des systèmes. Et donc, proposer cela comme solution pour améliorer la santé est absurde. Enfin, l'un des intérêts fondamentaux qu'il y a dans un système qui est effectivement contrôlé, ça s'appelle, et là nous serons tous d'accord, l'évaluation. L'évaluation. C'est-à-dire qu'effectivement, on considère que ça n'est pas parce que la population veut un médecin, un médicament, une méthode thérapeutique, qu'il faut prendre en charge cette méthode thérapeutique, ce produit, tant que leur efficacité n'a pas été évaluée. Et que par conséquent, il faut systématiquement évaluer toutes les méthodes de santé. Il faut systématiquement cesser de prendre en charge celles qui n'ont pas démontré leur efficacité, qui sont en tout cas moins efficaces que d'autres méthodes. Bien sûr. Il faut profiter au mieux des possibilités de négociation, puisque on va dire que l'industrie du médicament est très particulière, puisqu'ils vendent des médicaments et il y a des rapports normaux entre des acheteurs et des vendeurs. La concurrence joue, la profitabilité joue, mais évidemment, d'un point de vue pour une économie comme la France, de ce point de vue-là, c'est in fine la solidarité nationale qui va payer le produit. Ce n'est pas l'utilisateur, c'est la solidarité nationale. Ça donne une possibilité, évidemment, via le remboursement à l'État,
de négocier, non pas le juste prix, je ne vais pas revenir au juste prix d'avant le libéralisme, mais on va dire un prix tout simplement négocié qui tient compte de tout. Et par conséquent, il y a des possibilités de maintenir un système de santé qui, en effet, sans doute est perfectible, mais il a le seul avantage d'être supérieur à peu près tous les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit parfait, mais il est à peu près supérieur à tous les autres. Sans du tout cette proposition-là qui est absurde. Alors cette proposition-là, au nom de l'efficacité et de l'économie, je la dénonce. Voilà. Mais il a reculé déjà, tout va bien. Oui, il a reculé, c'est bien. Alors, on s'éloigne un tout petit peu de notre sujet, quoique je n'oublie pas que dans un instant, on va vous donner la parole dans la salle, parce qu'on vous voit très, très actif, en tout cas dans vos manifestations, pour approuver ce qui se dit ici, ou pas. Donc, on va vous passer la parole dans un instant. Auparavant, quand même, revenir sur ce terme de confiance qui est au cœur de notre discussion en économie. Au fond, le débat, et je voudrais revenir peut-être à Claudia Sénic, parce qu'on n'est pas très loin de l'économie du bonheur, une vie heureuse, parce que ce qui est en cause ici, c'est aussi beaucoup la consommation. Là, on s'en est éloigné, bien entendu, on parle de sujets de santé, mais la consommation, l'excès de matérialisme, l'excès de dépenses, l'excès d'obsolescence des produits, on en parlait avec l'économie solidaire. Claudia Sénic, c'est un peu ça, au fond, la base de vos travaux. Est-ce qu'une vie heureuse est une vie de consommation ? Mais la consommation, c'est pas forcément des produits matériels, c'est pas forcément de l'hyperconsommation, c'est pas forcément d'accumuler des objets inutiles, sans arrêt renouvelés, effectivement, qui durent trop peu de temps. La consommation, c'est simplement le fait de pouvoir choisir, de pouvoir jouir de choses que l'on apprécie, qui peuvent être tout à fait immatérielles. Ça peut être de l'art, ça peut être de la musique, n'importe quoi. Simplement, c'est ce qu'on mesure, en tout cas, pour l'instant, dans les statistiques. Ce qu'on mesure, c'est ce qui passe par le marché, c'est-à-dire ce qui, à un moment donné, a été payé par quelqu'un et vendu par quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est la richesse marchande, le flux de richesse qui est produit au cours d'une année, consommé au cours d'une année. Mais en fait, ça reflète simplement tout ce qui a été fait par les membres d'une société et qui est valorisé, au sens où quelqu'un a trouvé que c'était assez bien pour que ça vaille le prix. Voilà. Et après, il y a plein d'autres choses à côté qui ne sont pas valorisées par ce moyen de validation, et qu'on pourrait essayer de mesurer, justement par d'autres, qu'on pourrait essayer de mesurer aussi. Il y a des choses qui peuvent se produire entre les gens et qui ne donnent pas lieu forcément à une transaction marchande. Et donc, c'est pour ça qu'on développe d'autres indicateurs à côté de l'indicateur de production marchande. Oui. Mais ça, on peut peut-être en dire un mot quand même. Ça va nous emmène un petit peu en arrière. Mais les indicateurs qui remplacent les fameux indicateurs de produits intérieurs bruts. J'aimerais bien revenir là-dessus parce que même les Nations Unies commencent à s'y intéresser. C'est au cœur de la question qu'a soulevée Axel, qui est effectivement comment aujourd'hui on redonne aux gens le goût de l'avenir et comment on peut se projeter dans un futur qui sera un futur désirable. Parce qu'aujourd'hui, on nous présente généralement le futur comme un ensemble de menaces. On a peur des Chinois parce qu'ils se développent comme si par Nicolas. Oui, non. C'est comme si parce que il y a de fait, je ne suis pas un partisan de la mondialisation heureuse, angélique, etc. Il y a des actions à mener pour réguler tout ça. Mais en même temps, il faut bien voir que l'économie, c'est pas un jeu à somme nulle. Ce qui est un jeu à somme nulle, c'est effectivement le pétrole, le charbon, et justement, il faut le laisser sous la terre, on est d'accord là-dessus. Donc, en revanche, ce n'est pas parce qu'un médecin chinois apprend à mieux soigner que nos médecins français soignent moins bien. Ce n'est pas parce qu'un maçon chinois apprend à mieux construire des maisons que nos maçons construisent moins bien des maisons. L'intelligence de l'homme, elle existe en quantité infinie. Malheureusement, on le voit tous les jours, la connerie aussi. Bon, c'est tout le drame de l'espèce humaine. Mais de ce point de vue-là, ça existe en quantité illimitée. L'énergie du soleil, elle existe en quantité illimitée. On en a encore pour quelques milliards d'années. Ensuite, on verra. Bon. Donc, de fait, dans ces conditions, la question, c'est comment on la transforme de telle manière que, effectivement, ça permette de fournir de l'énergie à tout le monde dans des conditions économiques qui soient des conditions économiques acceptables et qui soient bien réparties. Et qui ne détruisent pas l'environnement. Et qui ne détruisent pas l'environnement. Alors, donc, à partir de ces questions-là, le vrai débat, c'est effectivement comment on arrive à mobiliser la société pour aller dans le sens d'un avenir qui soit un avenir désirable, souhaitable, et qui s'inscrive dans les limites de la planète. Et là, le débat croissance, pas croissance, etc., est un débat qu'on devrait mettre derrière nous. Il y a des choses qui doivent sans doute croître de manière très importante, et d'autres qui doivent décroître de manière très importante. L'important, c'est que cette évolution se fasse de telle manière qu'elle donne plus de bien-être à tout le monde, à chacun et à tout le monde. Et que donc, du coup, on puisse mobiliser la société pour aller vers cette transformation sans crainte. Des discussions que j'ai eues avec Laurent Berger en tant que syndicaliste, il dit, moi, je pense que la transition énergétique est une contrainte, la transition écologique est une nécessité. La question, c'est comment vous donnez effectivement un horizon aux travailleurs de la centrale de Fessenheim si vous voulez la fermer. Comment vous donnez un horizon aux personnes de l'usine
usine qui va fermer, pas forcément à cause des délocalisations, simplement parce que sa production est obsolète, parce que la qualité de l'acier s'est tellement améliorée que pour fabriquer la même bagnole, on a besoin de 50% d'acier de moins aujourd'hui qu'on en avait besoin il y a 40 ans. Et donc, il y a aussi des éléments de décroissance de la production qui sont liés au progrès des techniques. Et ce n'est pas Nicolas qui va dire l'inverse. Et au contraire, là, il veut se dire finalement, ce Frémaux n'est pas si nul que ça, bien que n'étant pas totalement Acheter libéral. alternative économique de temps en temps. Voilà. Et donc, dans ces conditions, on voit bien que il y a tout à fait des possibilités d'aller vers une société qui réinventerait le progrès, mais ça suppose effectivement de créer les conditions pour que chacun s'accorde sur le chemin à venir, qu'on mobilise les gens et qu'on lève beaucoup de peur sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien souvent, le discours qui nous est tenu est un discours de on va s'adapter, on va relancer la croissance par le tout flexibilité, par effectivement toutes ces choses-là. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, ce dont les gens ont besoin, c'est d'à la fois d'avoir sans doute une certaine flexibilité pour s'adapter aux changements qui sont en cours, qu'ils relèvent de la révolution écologique ou qu'ils relèvent de la révolution numérique, mais dans le même temps, pour qu'ils soient prêts à s'engager dans cette voie sans crainte, ça suppose aussi qu'ils aient de la sécurité. Et cette sécurité, elle doit être en partie adoptée dans l'entreprise. Et quand l'entreprise ne le peut pas, elle doit être dans le cadre de la société, dans les possibilités de reconversion, dans les formes de revenus. Alors là, il va y avoir des débats pour le revenu de base, contre le revenu de base, la formation, etc. Peut-être la réduction du temps de travail, peut-être autre chose, etc. Il y a plein de débats qui sont ouverts. On ne sera pas tous d'accord dessus, mais on peut être d'accord sur l'idée qu'il faut tracer un chemin et débattre de ces questions, parce que c'est là qu'est l'avenir qui permet de réconcilier finalement la société avec la vision de l'avenir qu'il faut rendre de nouveau un peu, sinon radieux, en tout cas désirable. Et on peut revenir aussi donc sur les indicateurs. Nous en disions un mot de ce qui serait, on n'a pas encore prononcé le mot, mais il fait partie aussi de tous ces travaux, notamment ceux de Claudia Sénic, les indicateurs qui correspondent au bien-être. Et c'est un intérêt économique bien compris. Et beaucoup d'entreprises sont engagées dans cette voie. Hein. Ce n'est pas seulement par philanthropie, mais simplement parce qu'une société qui va bien est plus productive, si on veut le dire un peu cyniquement. Claudia Sénic. C'est simplement ce que je... Qui n'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Philippe, bien sûr. Non, bien sûr, non, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour gouverner, il faut mesurer, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement, publiant depuis 2015, par exemple, des nouveaux indicateurs à côté du PIB, maintenant, depuis la loi EVA-SAS, on publie toute une série d'indicateurs qui mesurent justement la protection de l'environnement, des inégalités, des indicateurs sociaux, des indicateurs économiques, des indicateurs environnementaux. Voilà. Et le fait que le gouvernement publie ces indicateurs le force à s'en soucier, parce qu'il va être jugé sur ses performances selon ces dimensions-là. Alors tout à coup, il n'y a plus uniquement l'emploi et le revenu par habitant, il y a aussi d'autres choses. Et peut-être que ces autres choses, si elles font un consensus et que c'est justement cela que les habitants, que les citoyens désirent, alors ça peut restaurer une notion d'avenir un peu plus désirable, peut-être. Donc, et que ça se passe au niveau de l'État ou que ça se passe au niveau des entreprises, effectivement. Voilà. Le seul fait de le définir et de le mesurer, ça le fait exister. Et c'est quand même vers cela que nous sommes, on l'espère, en train d'aller. Oui, Dans la salle, est-ce que... Oui, pardon, Philippe. Non, mais c'est Dernier vrai mot. parce que le PIB ne doit pas être mis à la poubelle extrêmement rapidement. Le PIB, il cumule à la fois tout ce qui est validé par le marché, c'est ce qu'a dit très bien Claudia, mais il compte aussi tout ce qui est validé par la démocratie. C'est-à-dire que les dépenses qui sont votées par le Parlement, qui permettent de payer les enseignants, les routes, l'hôpital, etc., dans le PLFSS, etc., tout ce qui sert finalement, qui est fait avec nos impôts, avec les prélèvements qu'on paye, et qui est validé démocratiquement, ou dans notre ville, etc., ça fait partie du PIB. Ce qui n'est pas dans le PIB, c'est de fait tout ce qui est le travail domestique, tout ce qui est gratuit dans le cadre aussi du bénévolat. Je veux dire, vous avez 16 millions de bénévoles en France, ça concourt de manière fantastique à notre bien-être collectif, c'est pas dans le PIB. Donc le PIB, c'est pas la mesure de tout, mais ça mesure déjà beaucoup de choses. Les deux problèmes du PIB, c'est que tous ceux qui ont dirigé une entreprise ou qui connaissent un peu la comptabilité dans cette salle, savent que dans une entreprise, quand vous avez vos machines qui s'usent, vous passez des provisions pour pouvoir, quand les machines sont usées, pouvoir les remplacer. Mais le PIB, on ne passe pas de provisions avec le capital naturel. Donc on peut détruire complètement le capital naturel et tout d'un coup se retrouver tout nu avec une société où il n'y a plus d'air, plus d'eau, plus de terre arable, plus rien. Et le PIB aura continué à grossir, ça sera très bien, et tout s'effondrera. Et le PIB ne dit rien des inégalités et de leurs effets, effectivement, sur le bien-être. Donc il ne faut pas jeter le PIB à la poubelle, mais il faut l'enrichir avec d'autres indicateurs qui sont des indicateurs qui sont en cohérence avec le projet politique qu'on doit tous construire démocratiquement, qui nous permettent d'aller vers cette transition écologique réussie. Oui, on peut résumer par une formule bien connue, hein, le produit intérieur brut. Les accidents de voiture, c'est bon pour le produit intérieur brut. Ça fait travailler beaucoup de monde, hein, ça rapporte de l'argent.
Voilà. Claudia Sénic, tout dernier mot, et puis on vous passe la parole dans la salle, j'aimerais bien. Juste pour juste un point sur ce que tu as dit, il y a un rapport qui avait été remis par la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi au président Sarkozy en 2009 sur les nouveaux indicateurs de progrès social, ou je sais plus, de progrès économique et de richesse sociale, ou quelque chose comme ça. Enfin, avec ce mot d'ordre, quoi, de mesurer le bien-être au-delà, avec le PIB, mais aussi un peu au-delà. Et dans ce rapport qui était vraiment pas mal, il y avait l'idée de mesurer des choses dont on a déjà parlé, mais non seulement les flux, mais les stocks. C'est-à-dire non seulement ce qu'on fait au cours d'une année, ce qu'on produit, ce qu'on consomme, etc., mais aussi effectivement ce qui est là, qui est accumulé ou qu'on accumule et dont il faut se soucier, donc de manière beaucoup plus dynamique, intertemporelle. Et c'est peut-être ça aussi qui manque dans le PIB. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut mesurer et rendre plus visible. Et ça qui nous rétablirait ou qui nous maintiendrait la confiance, pour revenir à notre terme. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité, tout simplement. Dans la salle, souhaitez-vous intervenir ou poser des questions à nos invités intervenants? Merci de faire des questions brèves et de vous présenter aussi très vite pour nous tous.